Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 29 janvier à la une de l'actualité. Ouverture cet après-midi des travaux de la 17e conférence de l'Union des conseils des pays membres de l'Organisation de la coopération islamique avec la participation de plus de 35 pays. Les détails dans quelques instants. Journée portes ouvertes nationales sur la production et l'exportation des produits électroménagers et électroniques. Le but, faire connaître l'offre algérienne et les acteurs de cette industrie. Le Salon national des dates des produits agricoles et la promotion des exportations de retour à Biskra. Une deuxième édition tournée vers l'exportation à l'exemple de Deglet Nour, l'une des variétés les plus prisées au monde. Mise en service de la ligne ferroviaire reliant Frenda à Saïda sur 120 km et une partie de la ligne des hauts plateaux reliant l'Est à l'Ouest. Des projets similaires annoncés pour l'année en cours par le ministre des Transports. Nous l'écouterons tout à l'heure. Et puis gros plan sur les ateliers organisés par le Conseil supérieur de la jeunesse dans le pays et à l'étranger. Les Youth Focus Groups réunissent des jeunes pour échanger sur les moyens de les impliquer dans la construction du pays. Illustration au consulat de Bobigny en France. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, sous le haut patronage du président de la République, ouverture cet après-midi des travaux de la 17e conférence de l'Union des conseils des pays membres de l'Organisation de la coopération islamique, abrité par le Centre international des conférences Abdallah Defrahal. L'événement comprend la participation de plus de 35 parlements de pays musulmans réunis sous le thème « Le monde musulman et les enjeux de la modernisation et du développement ». Un message du président de la République a été lu à l'occasion par le président de l'Assemblée populaire nationale. Le président a affirmé que l'Algérie aspirait à travailler en commun avec les pays musulmans pour relancer l'esprit de l'action commune et la gloire de notre religion et nos nations. Le président a affirmé que ce congrès survenait dans une conjoncture régionale et internationale particulière, empreinte de conflits et crises compliquées, notamment au sujet de l'énergie et de l'alimentation, mais aussi des dangers qui nous guettent, tels que le terrorisme, les intrusions intellectuelles qui visent nos référents et nos sociétés. On écoute. أنتم حاملوا تطلعات شعوبنا الإسلامية في سياق دولي وإقليمي يشهد نزاعات وصراعات معقدة وأزمات متعددة أبرزها ما يتعلق بالطاقة والغذاء التي تعصف بكامل المعمورة بالإضافة إلى أخطار محدقة أخرى مثل الإرهاب والاختراق الفكري المراد به المساس بمرجعياتنا وتفكيك مجتمعاتنا. ولقد وفقتم في اختيار شعار هذه الدورة رهانات الحداثة والتنمية في ظل التهديدات المتفاقمة وتأثيرات العالم الافتراضي التي فرضت واقعا يستوجب تعزيز أواصر التعاون بين شعوبنا وتفعيل آليات العمل التضامني في البحث عن الأساليب الكفيلة بإيجاد الحلول الملائمة وتغليب لغة الحوار بعيداً عن كل أشكال التعصب والتطرف. Et lors d'une allocution prononcée à l'ouverture de ces travaux, le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, a affirmé que cette rencontre importante qui se tient pour la première fois en Algérie, terre des martyrs, intervient dans une conjoncture hautement sensible, rappelant que l'Algérie, qui a subi les affres du colonialisme durant 132 ans, a pu arracher son indépendance grâce à l'union des forces. Et c'est ce que l'Algérie souhaite au peuple palestinien. Je vous invite à l'écouter. الوحدة هو سبب النجاح. وفي الاجتماع اللي انعقد لهنا في الجزائر مع كل الفصائل الفلسطينية من المبادرة من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للقاء الإخوة الفلسطينيين لهنا في الجزائر، ومضى على تصريح الجزائر لبناء الوحدة، والوحدة
الوحيدة اللي الفلسطينيين يقدروا ينتصروا كما انتصرت الجزائر في الكفاح نتاعها. وهذا اللقاء للإخوة الفلسطينيين انعقد أيام فقط قبل اجتماع الجامعة العربية في الجزائر، والجامعة العربية تمنت هذا التصريح الجزائر، وخذينا بعين الاعتبار في هذا اللقاء العربي أهمية القضية الفلسطينية. Et en marge des travaux de la 17e conférence de l'Union des conseils des pays membres de l'OCI, le président du Conseil de la Nation, Salah Boudjil, a reçu le président du Parlement jordanien, Ahmed Ben Mohamed Ben Ali Al-Safadi. Le président du Conseil de la Nation a également reçu le président du Conseil de la Choura de la République islamique d'Iran, Mohamed Bagher Ghalibaf. Toujours au Centre international des conférences, le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali, a reçu son homologue turc, président de la Grande Assemblée turque, Mustafa Şentop Bourali a également reçu le président du Conseil national de la République d'Azerbaïdjan, Sahiba Gavarova. Le président de la PN a reçu par ailleurs le président du Conseil de la Choura de la République islamique d'Iran, Mohamed Bagher Ghalibaf, ainsi que le président du Conseil national de la République de Côte d'Ivoire, Adama Bictogo Brahim. Ibrahim Bourali a également reçu le vice-président du Conseil qatari de la Choura, Hamda Hassan As-Solaiti. Dans l'actualité, portes ouvertes nationales sur la production et l'exportation des produits électroménagers et électroniques lancées ce matin au siège de la CACI. Elle vise à faire connaître l'offre algérienne. La manifestation qui dure 3 jours avec la participation des acteurs de cette industrie. Les détails avec Amel Bouakba. L'Algérie mise sur l'augmentation des exportations des produits électroménagers et électroniques, compte tenu des capacités dont disposent les entreprises algériennes, ainsi que la qualité et la compétitivité des produits algériens. Ces portes ouvertes organisées par la Chambre algérienne de commerce et d'industrie se veulent une occasion pour donner une nouvelle impulsion à cette filière afin que les opérateurs nationaux puissent conquérir de nouveaux marchés internationaux. Nous sommes une entreprise spécialisée dans la fabrication de produits électroménagers et électroniques. Notre objectif est de répondre au marché local avec un produit de grande qualité et des prix compétitifs, ce qui nous permet de concurrencer les marques internationales. Nous ambitionnons d'exporter vers les pays voisins et l'Afrique en particulier. Nous fabriquons de nombreux produits, dont le chauffage, la cuisinière, les fours à micro-ondes et récemment les chaudières. Le ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations a réitéré l'engagement de tous les secteurs concernés afin d'assurer dans les plus brefs délais toutes les facilitations administratives pour la création des organismes de certification des produits électroménagers et électroniques en Algérie reconnus sur les grands marchés mondiaux. Les entreprises algériennes, qu'elles soient publiques ou privées, sont spécialisées dans la fabrication ou le montage de différents produits électroménagers. Dans certains cas, nous avons atteint un taux d'intégration élevé allant de 70 à 90%. Le volume des exportations augmente. En 2021, l'Algérie a exporté des produits électroménagers et des équipements électroniques vers 36 pays européens, arabes et africains pour une valeur totale de 45 millions de dollars. Nous souhaitons doubler ces chiffres au vu de la qualité et de la compétitivité des produits algériens. C'est d'ailleurs l'objectif des nouvelles mesures visant à promouvoir les exportations hors hydrocarbures encouragées par la nouvelle loi sur l'investissement promulguée dernièrement.
Ouverture à Biskra du Salon national des dates des produits agricoles et de la promotion des exportations. Une deuxième édition qui se poursuivra jusqu'au 1er février avec la participation d'une centaine d'exposants. Sous le thème production et exportation, le salon est marqué par une forte présence de représentants du corps diplomatique agréé en Algérie. Des ateliers et des rencontres entre les opérateurs sont au programme également pour favoriser les occasions d'exportation des dates algériennes. Et Deglet Nour, l'une des variétés les plus prisées au monde, typiquement algérienne, cultivée notamment à Biskra, c'est la plus exportée du pays. Un défi que les agriculteurs de la région continuent de relever, notamment pour les marchés européens et asiatiques. Ahlam Gelmami, Mariam Damis. Biskra, la capitale des Ibans, est connue par ses vastes palmeraies et sa production de différentes variétés de dattes, notamment la savoureuse Deglet Nour. Après la cueillette, le fruit est soigneusement nettoyé et emballé pour être fin prêt à la commercialisation. En première étape, les dattes sont lavées et séchées. Ensuite, nous les trions selon leur qualité. On veille à ce que les dattes destinées à l'exportation soient d'excellente qualité pour promouvoir le produit algérien. Cela fait 2 mois que je travaille ici et ça me plaît bien. J'ai 8 ans d'expérience dans cette unité de production. C'est un emploi stable. Cette usine compte parmi les entreprises nationales qui approvisionnent le marché local en dattes tout en destinant une bonne partie de la production à l'exportation, notamment vers l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Nous avons des clients de France et d'Italie. Il faut savoir que nos dattes sont très demandées sur les marchés européens et africains. Cette cargaison sera livrée par voie terrestre, c'est-à-dire de Tolga jusqu'à Alger. Pour les procédures douanières, par la suite, elle sera livrée par voie maritime vers Jakarta. L'augmentation du nombre d'exportateurs de dattes a permis de doubler le volume d'exportation de ce produit, classé numéro 1 des exportations agricoles, et ce, grâce notamment aux facilitations octroyées par les pouvoirs publics. Après avoir inspecté le projet Insal Gaz, Hassim Oumen, le ministre de l'Énergie et des Mines, a passé en revue plusieurs autres réalisations énergétiques en cours. Mohamed Arqab a écouté des exposés sur l'état du réseau de raccordement en électricité et en gaz dans la wilaya. Par ailleurs, Arqab a inspecté 2 projets de réalisation d'une station électrique de 160 MW à El Berka et une autre d'une capacité de 60 MW qui débutera prochainement. Le ministre de l'Industrie, Ahmed Zardar, a quant à lui reçu ce dimanche à Alger le vice-ministre russe de l'Industrie et du Commerce, Vassili Osmakov. La rencontre était une occasion d'évoquer les voies de développer la coopération et le partenariat industriel entre les 2 pays. Signature de 15 accords de coopération entre les ministères de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le ministère de l'Industrie. La cérémonie a été présidée par les ministres des 2 secteurs, Kamal Bedari et Ahmed Zardar. Ces accords concernent les domaines de la recherche, du développement et de l'innovation. Ils visent à consacrer le principe d'ouverture sur l'environnement socio-économique outre la valorisation des conclusions de la recherche scientifique et du développement technologique. Entrée en service ce matin de la ligne ferroviaire Frenda Saïda, supervisée par le ministre des Transports. S'étalant sur 120 km, elle fait partie de la ligne des hauts plateaux reliant l'Est à l'Ouest du pays. Kamal Beljoud a annoncé à l'occasion d'autres projets similaires pour l'année en cours et des mesures pour la redynamisation des aéroports du pays. Walid Yousfi. Sur une distance de 120 km et avec ses 3 gares ferroviaires, la nouvelle ligne Frenda Saïda fait partie de la grande ligne des hauts plateaux qui relie l'Est et l'Ouest du pays d'une distance totale de 1160 km. Mis en service aujourd'hui, ce tronçon est un grand acquis qui promet d'insuffler une nouvelle dynamique à la région. Très attendu, le projet est largement salué par la population.
C'est un plus pour notre région, mais aussi pour tout le pays. C'est une bonne chose pour nous. On souffrait beaucoup du manque de transport. Ça va permettre de désenclaver la région et réduire la pression sur les bus de transport de voyageurs. C'est une bonne initiative. Cette ligne permettra de désengorger les routes de la ville. C'est un soulagement pour les citoyens qui n'auront plus à souffrir du manque de taxis ou de bus. Avec la réception de ce nouveau tronçon, la ligne ferroviaire des Hauts-Plateaux atteint un taux de réalisation de 95%. Le ministre des Transports a annoncé à Tiaret que tous les moyens seront mobilisés pour réaliser la ligne ferroviaire reliant le nord et le sud sur 2000 km. Le tronçon reliant Ain Oussara à Al-Rouat sur 250 km sera mis en service au mois de février prochain. La ligne des Hauts-Plateaux est longue de 1160 km. Près de 1100 km sont aujourd'hui mis en service. Cette ligne a un grand intérêt socio-économique pour les 10 wilayas qu'elle traverse. Relier les différentes régions du pays grâce à un réseau ferroviaire développé de lignes mixtes. C'est donc l'objectif à long terme fixé par l'Algérie qui prévoit de tripler son réseau de chemins de fer d'ici 2030. Pour le reste des projets, le ministre des Transports a indiqué lors de l'inspection de l'aéroport Abdelhafid Boussouf de Ain Beshkif que les moyens les plus efficaces sont actuellement recherchés pour une exploitation idoine des 36 aéroports du pays. Beljoud a souligné que des contacts avancés sont en cours pour l'acquisition de 15 nouveaux appareils, outre la maintenance de certains avions de la flotte nationale composée de 56 appareils, ajoutant que des appareils seront loués pour reprendre complètement le trafic aérien via les aéroports internes. Youth Focus Groups, événement organisé par le Conseil supérieur de la jeunesse dans tout le territoire national, mais aussi à l'étranger. Au consulat de Bobigny en France, des ateliers ont regroupé des jeunes de tous les horizons pour échanger et discuter de leurs liens avec l'Algérie et les moyens de les impliquer dans la construction du pays, selon notre correspondante Afef Belhouchet. C'est dans une ambiance très studieuse qu'ont démarré hier les premiers ateliers Youth Focus Groups au siège du consulat algérien à Bobigny, parallèlement aux rencontres de la jeunesse de proximité sous le slogan de défis et aspirations organisés sur tout le territoire national par le Conseil supérieur de la jeunesse. Cette réunion qui s'inscrit dans le cadre de la politique de l'État, la politique initiée par M. le Président de la République, Abdelmajid Tebboune, je souhaite tout le succès et la réussite pour cette réunion. L'objet des focus groups, c'est de discuter avec les jeunes, d'échanger avec eux, mais surtout d'avoir leur opinion sur des questions centrales pour le Conseil supérieur de la jeunesse et accessoirement pour les jeunes. C'est un conseil qui est naissant, donc l'objet c'est de pouvoir déjà nous rencontrer, de déjà pouvoir trouver et échanger autour de l'information, de la communication. Un appel à implication aux participants à la deuxième journée des travaux par Moustapha Hidawi, président du Conseil supérieur de la jeunesse. Une seconde rencontre tenue au sein de la Grande Mosquée de Paris avec le même format et autant d'implications. Des participants en profils divers avec un point commun, des parcours socio-professionnels affirmés, donnant de fait naissance à une forme de think tank institutionnel, un laboratoire riche en idées. C'est surtout en fait essayer de renouer entre notre pays d'origine et la diaspora algérienne. Tout simplement, la première des choses à faire, c'est tout bête, mais on nous facilite le voyage pour y aller en Algérie. Mettre en place un mécanisme spécial pour les jeunes avec un tarif avantageux pour pouvoir avoir des billets d'avion, des chambres d'hôtel et mettre en avant l'attractivité de l'Algérie. Que le consulat soit un vrai acteur parce qu'en fait on est trop éloigné du consulat. Par exemple, moi le mien c'est celui de Pontoise et on est trop éloigné, on ne sait pas réellement ce qui se passe au niveau de la politique en Algérie. La diaspora algérienne, elle se constitue comme un cabinet de conseil dans lequel l'Algérie ou le gouvernement algérien ira piocher dans ce cabinet-là pour avoir les compétences nécessaires et requises et recherchées pour le développement des différents domaines en Algérie. J'ai proposé de créer une relation entre la fin des études et l'emploi. C'est-à-dire faire en sorte que lorsque les jeunes terminent leurs études, ils aient un accès plus rapide au monde professionnel. J'ai proposé plus de transparence.
J'ai proposé que les institutions algériennes nous donnent envie de leur faire plus confiance, parce que du coup la confiance, je trouve que c'est très important. Nous donne envie aussi de nous investir un peu plus. Qu'il y a aujourd'hui tout un écosystème et un très grand nombre de personnes qui veulent porter des projets pour le futur de l'Algérie. Et il faut qu'on soit capable, nous, d'apporter notre petite pierre à l'édifice, aussi petite soit-elle. La tenue de ces ateliers en France vise à renforcer les liens de la diaspora avec la patrie et l'associer en tant que force d'influence et de proposition, conformément aux engagements du président de la République, Abdelmajid Tebboune. Le Croissant Rouge algérien a procédé à l'envoi vers Cuba par voie maritime de 180 tonnes d'aide alimentaire offertes par l'Algérie. Ces aides constituées de denrées alimentaires de base entrent dans le cadre de la solidarité avec l'Algérie, avec les pays frères et avec lesquels elle la lie des relations historiques. À l'étranger, 144 attaques des colons enregistrées en une nuit en Cisjordanie occupée. Les autorités palestiniennes ont indiqué que les attaques sionistes ont été menées durant la nuit de samedi à dimanche, où les colons ont détruit 120 véhicules en leur jetant des pierres sur les routes à Naplouse et ont complètement brûlé 6 véhicules dans la ville de Mejdel, Beni Fadel, et attaqué 22 magasins à Hawara. Et puis, nouvel épisode d'une série de procès fictifs visant les enseignants au Maroc. Une dizaine de contractuels ont été condamnés à des peines d'emprisonnement, portant à 55 le nombre de professeurs qui écopent de la prison. Leur seul tort, participer à des manifestations réclamant une réforme de leur statut professionnel à Melbourne. Le régime du Marzen continue de s'acharner sur les enseignants contractuels qui se battent pour leur intégration dans la fonction publique et l'amélioration de leurs conditions socio-professionnelles. Une dizaine d'enseignants contractuels marocains viennent d'être condamnés à des peines d'emprisonnement pour avoir participé à des manifestations pacifiques réclamant une réforme de leur statut professionnel. C'est ce qu'ont rapporté des médias locaux qui ont précisé que la Cour d'appel de Rabat a condamné 10 enseignants à 1 an de prison avec sursis pour leur participation à des manifestations initiées par leur syndicat, en l'occurrence la Coordination nationale des enseignants contractuels. Leur seul tort, avoir réclamé une réforme de leur statut professionnel, une crise qui secoue de plein fouet l'enseignement public au Maroc depuis 2019. Ce verdict s'ajoute aux condamnations qui touchent désormais un total de 55 professeurs marocains. Des décisions qualifiées d'arbitraires par la Coordination nationale des enseignants contractuels qui a organisé un rassemblement devant la Cour d'appel de Rabat pour condamner toutes les formes de harcèlement auxquelles sont exposés les enseignants déterminés à aller au bout de leurs revendications. Selon ce syndicat qui dénonce l'instrumentalisation de la justice par le Marzen, ce procès n'est qu'un nouvel épisode d'une série de procès fictifs visant cette catégorie d'enseignants qui ne fait que réclamer ses droits légitimes. Ce syndicat s'insurge contre le mutisme du régime du Marzen, appelant à l'abandon du système de contrat et l'intégration de tous les professeurs dans la fonction publique. Il faut dire que depuis 2016, le Maroc embauche des dizaines de milliers d'enseignants contractuels sur la base de contrats à durée déterminée. Plongés dans une situation de précarité, ces enseignants contractuels ont lancé depuis plus de 4 ans un large mouvement de grève accompagné de manifestations parfois émaillées d'une répression policière féroce, illustrant la situation désastreuse des droits de l'homme au Maroc. La vague de protestations touche désormais tous les secteurs dans ce pays confronté à une crise multidimensionnelle. Retour dans le pays pour parler football. Le championnat d'Afrique des Nations des joueurs locaux se poursuit. Pas de match pour aujourd'hui, mais les Verts continuent leur préparation en prévision de leur rencontre contre le Niger mardi à 17h. Match des demi-finales de la compétition. Les joueurs de Majid Bougara ont effectué une dernière séance d'entraînement ici à Alger avant de rejoindre la ville d'Oran, suivie d'une zone mixte au centre technique de Sidi Moussa. Je vous invite à écouter ces propos recueillis par Sarah Delbel. On est très content de la qualification.
On l'a déjà dit après le match, c'était un match difficile, on a beaucoup souffert. Mais voilà, alhamdoulilah, l'essentiel a été fait. On a savouré notre qualification et depuis déjà hier, on se concentre sur cette demi-finale face à cette équipe de Niger. Une surprise peut-être, mais on les a vus un peu en vidéo, on a vu le match qu'ils ont fait hier. C'est une équipe costaud, il faut les prendre au sérieux. Donc ça va être un match difficile. C'est une demi-finale de la CHAN, donc c'est un match difficile. Et comme je le dis à chaque fois, nous, la CHAN se joue ici en Algérie. Notre objectif, c'est d'aller en finale, Inch'Allah. Et c'est une bonne chose de jouer comme ça dans plusieurs régions en Algérie. Ça nous fait plaisir d'aller à Oran. Sûrement, il va y avoir du monde. Le stade, Inch'Allah, il va être plein. Le plus important, c'est qu'ils seront là, derrière nous, à nous encourager. Parce que, comme je l'ai dit, c'est un match difficile, donc on a besoin de ce public-là. Le Orani, Inch'Allah, il va être présent, il va nous soutenir jusqu'au bout, Inch'Allah. Voilà, c'était donc Ayoub Abdellaoui, le capitaine d'équipe de la sélection nationale au micro de Sarah Delbel. Et c'est à Oran qu'aura lieu la prochaine confrontation des Verts. Le transport des supporters sera assuré depuis 15 zones de la wilaya vers le stade Miloud Hetfi. Pas moins de 300 supporters nigériens et d'autres Algériens sont concernés par cette mesure. Nourdine Henni nous en parle. Oran El Bahia s'apprête à revivre les magnifiques moments des récents Jeux méditerranéens avec le déroulement de la demi-finale qui opposera mardi prochain les poulains de Majid Bouguerra à une surprenante équipe du Niger. À 48 heures du match, c'est la ferveur et tout le monde attend avec impatience de voir le 11 national au stade Miloud Hetfi. Tous les tickets ont été écoulés, le stade va afficher complet. Et à cette occasion, le comité d'organisation est à pied d'œuvre pour organiser le déplacement des supporters algériens et nigériens d'Oran vers le magnifique stade. Une organisation qui se veut parfaite, comme nous l'explique M. Mustafa Slimani, membre de la commission du transport du CHAN. La commission de transport a deux catégories, celle des volontaires au nombre de 35 et celle des 60 conducteurs. La commission a choisi des points de départ tels que Hay Planteur, Hay Nord, Hay Sid El Bachir et bien d'autres. Et cela à la grande satisfaction des nombreux supporters. Cette excellente initiative du transport des supporters va permettre aux services de sécurité de leur faciliter la tâche. Je suis de Sidi Bachir et j'ai appris qu'il va y avoir des emplacements de bus pour notre déplacement vers le stade. Rien n'est laissé au hasard et après le stade Nelson Mandela de Baraki, le complexe Miloud Hetfi, à son tour, va vibrer pour les Fennecs. Et tout le monde souhaite la victoire et le retour à Alger pour la finale. On retourne dans le sud du pays pour aller à Djanet précisément. La wilaya accueille les premiers touristes étrangers bénéficiant des mesures de facilitation pour cette saison. L'octroi de visas notamment pour les voyageurs via les lignes directes vers le Sahara. Le choix de la wilaya de Djanet, première wilaya au niveau national, a bénéficié des nouvelles procédures souples d'octroi du visa n'est pas fortuit. Le joyau du Tassilin Adjer est sans conteste la vitrine idéale pour insuffler une nouvelle dynamique au tourisme saharien. Les premières impressions recueillies auprès des premiers touristes étrangers ayant bénéficié de ces facilitations le confirment. Parce qu'il y a beaucoup de gens en France qui faire des formalités, ils en font déjà au quotidien, ça les ennuie beaucoup. Le fait d'avoir un visa à l'arrivée, c'est beaucoup plus simple et ça attire les gens à venir dans le pays, quoi. Je suis très heureuse, ça faisait très longtemps que j'avais envie de venir à Djanet et dès qu'on a vu que c'était rouvert, j'ai dit bon ben ça va, on y va. Le voyage s'est très bien passé, très rapide avec un vol direct depuis Paris et une obtention pour les visas très simple, tout a été très rapide. Vraiment c'est un plaisir de venir. C'est vraiment super beau, il faut venir.
La région est super sécure, elle est très belle, les gens sont très sympas, très accueillants. Tous les moyens ont été mobilisés par les services de l'aéroport de Djanet, la police des frontières, la direction du tourisme et de l'artisanat de la Wilaya, ainsi que d'autres services pour l'application optimale de ces facilitations. Des instructions ont même été données aux établissements concernés pour une meilleure prise en charge des touristes. C'est une première en Algérie que de délivrer aux touristes étrangers un visa d'entrée à l'arrivée au niveau de l'aéroport. Ces mesures sont à saluer. Je remercie les pouvoirs publics pour ces nouvelles procédures d'octroi du visa aux touristes étrangers. Ça leur évite de se déplacer au niveau des consulats. C'est une initiative louable. C'était un souhait, voire une requête émise par les habitants de Djanet et par les opérateurs du secteur du tourisme de faciliter les procédures. Et cela permettra d'encourager par là même le tourisme saharien en offrant aux touristes les meilleures prestations possibles. Le tourisme à Djanet est en plein essor. En effet, près de 3000 touristes étrangers de 35 nationalités et 17 000 touristes locaux ont visité la capitale du Tatsiline Adjel en 2022, selon les données de la direction du tourisme et de l'artisanat. Voilà, c'était là la dernière information de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.